Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la présentation de l'étape numéro 15 de ce Tour de France 2022, dernière étape de cette deuxième semaine, qui a été exigeante, qui a été difficile, qui a fait mal aux pattes et on sent que les coureurs sont très fatigués. Et puis en plus, avec un petit virus qui traîne dans le peloton, ça n'aide pas non plus pour les coureurs. On va revenir sur cette étape, voir un petit peu ce qui peut se passer, revenir également sur l'histoire, sur la stratégie, la météo. Mais d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner votre trio de favoris et votre grosse cote. Et puis, quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment les vidéos cyclisme, football et tout plein de choses qui sont sur la chaîne. Et puis, je rappelle, le Tour de France féminin, même si je ne l'ai pas encore préparé, je vais commencer à m'y mettre vraiment sérieusement là, parce que je suis un petit peu à la bourre, notamment lors de la journée de repos. Cette étape 15, dénivelé positif, 2419 mètres, ça veut dire que c'est quand même un peu moins dur que lors des dernières journées, mais ça veut dire également que c'est quand même plus pentu techniquement que vendredi dernier, parce que vendredi c'était 2100. Donc là, on a 300 mètres en plus. Malgré tout, techniquement, il y aura un match entre sprinteurs baroudeurs. Vu ce qu'on a vu vendredi, peut-être avantage baroudeur parce qu'on a l'impression que du côté des équipes de sprinteurs, on est très fatigué. Et surtout, il va falloir passer les bosses. La veille, on aura eu l'étape de Mende avec beaucoup de chaleur. Aujourd'hui, il fera également très très chaud. Et puis, il faudra quand même passer correctement les différentes bosses. Alors, il n'y a que 2 bosses au classement de la montagne, mais qui sont 2 bosses de 3e catégorie. Malgré tout, on a énormément de petites bosses sur le parcours. C'est mal plat. C'est vraiment une étape qui ne sera pas simple pour les coureurs du côté entre Rodez et Carcassonne. Ça sera une journée compliquée pour les coureurs, aussi une journée compliquée pour contrôler du côté des sprints. Donc ça va être des sprinteurs, pardon. Ça va être une étape assez intéressante, je pense. Il y aura peut-être du spectacle, un match baroudeur-sprinter qui peut être intéressant et vraiment un match à suspense. On regarde tout de suite le profil de cette étape, de ces 2419 mètres entre Rodez et Carcassonne. Pourquoi je dis Rodez? Parce que je connais quelqu'un qui habitait Rodez et qui disait qu'on ne dit pas Rodez normalement dans le coin, on dit Rodez. Parce que le Z, on ne le dit pas comme un Z dans ce coin-là. Avec l'accent de cette région. Comme on ne dit pas blanc, on dit bling, comme ça. Il disait tout le temps bling et Rodez avec un S. Et on arrivera du côté de Carcassonne, bien entendu. Début d'étape légèrement en descente après avoir passé la Primo B, je crois que ça se dit comme ça. On aura la descente légèrement, voilà, au bout de 5 km de course, donc un début d'étape qui pourrait mettre du temps avant de sortir. Ensuite, vous voyez, on aura plein de petites bosses, notamment kilomètre 24.5, 2 km 7 à 4,8% de moyenne, à Valence d'Albigeois également, c'est pas simple. Et puis on arrive au kilomètre 69, c'est-à-dire à 130 km de l'arrivée du côté de la côte d'Ambialette, 5 km à 4,3% de moyenne, côte de 3e catégorie. La côte d'Ambialette, vous voyez, c'est le pied qui est compliqué. Après, c'est beaucoup plus facile avec des pourcentages entre 3 et 4. Un petit peu ce qu'on retrouvera pendant toute la journée, ce ne sont pas des gros pourcentages, mais des pourcentages entre 3 et 4. Donc voilà, du côté de la côte d'Ambialette, je n'ai pas grand chose d'autre à dire, à part qu'on sera à 440 mètres d'altitude. On redescend vers Réalmend, encore une bosse en haut de Lautrec, des petites bosses aux alentours de Puylaurens au kilomètre 128.5, c'est-à-dire à 70 km de l'arrivée. Et puis on arrive peut-être au gros morceau de la journée, ça va être l'enchaînement Revel, Côte des Camazes. On va prendre 400 mètres de dénivelé en une quinzaine de kilomètres. On commencera à Revel avec un sprint intermédiaire en bosse au kilomètre 146.5 et puis ensuite la côte des Camazes, 5 km 5 avec 3,9 de moyenne, côte de 3e catégorie. Vous voyez, c'est pas extrêmement difficile. 4,8, 4,7, 4,8 dans les 3 premiers kilomètres et puis ensuite 3,9 et 2,2 sur le dernier kilomètre et demi. Donc c'est pas extrêmement difficile cette côte des Camazes, mais l'enchaînement des deux fera peut-être mal aux sprinteurs. Et puis ensuite on aura une descente, mais ponctuée de petites bosses, notamment à Saint-Denis, notamment au kilomètre 176.5, également 2 km 5 à 3,8 de moyenne. Et puis la fin de la descente, c'est du côté de Ville-Galanque,
au kilomètre 189.5 et puis ensuite on terminera avec une dizaine de kilomètres de plat pour arriver à Carcassonne. L'arrivée est technique du côté de Carcassonne. On arrive au milieu de Carcassonne. Les 5 derniers kilomètres seront tortueux. 1 km 3, on aura une courbe sur la droite qui s'ouvre en sortie. À 800 mètres, courbe à gauche. Là encore, on aura un angle assez ouvert. Et puis à 200 mètres, dernier virage sur la droite. Angle ouvert, mais on verra assez tardivement la ligne d'arrivée. Surtout si on est à l'intérieur de cette courbe, et puis c'est au moment du début du sprint, hein, donc il faudra faire attention également sur comment vont s'écarter les poissons pilotes si on a un sprint massif et ligne d'arrivée que l'on voit très tardivement. Faire attention également au vent dans la région, même si techniquement il ne serait pas extrêmement fort, il faut quand même faire attention dans ce genre de situation. Nous allons revenir sur l'histoire du Tour de France et nous allons parler du Tour de France 2018 avec l'étape numéro 15. C'est déjà une étape de transition entre Millau et Carcassonne. L'étape ne sera quand même pas facile avec 180 km de course et quasiment 3000 mètres de dénivelé positif, bien plus dur qu'aujourd'hui. En fin de journée, il faudra escalader le pic de Nord, côte de première catégorie, à 40 km de l'arrivée, côte qui devrait être très difficile à passer pour les sprinteurs. On pense donc plutôt à une étape pour baroudeurs. C'est Geraint Thomas qui est le leader de la course avant le départ de cette étape. Et on a un début de journée très animé avec un départ en côte qui fait mal aux coureurs, notamment Arnaud Démare qui se retrouve lâché dès le départ. Et c'est une journée qui va être un peu galère pour le sprinter français. Julien Alaphilippe profite d'avoir un peloton groupé pour prendre des points pour le maillot à pois dont il est le leader en 2018. Ensuite, nous avons de nombreuses attaques, notamment Warren Barguil qui avait remporté le maillot à pois l'année d'avant. Mais derrière, la Quick Step contrôle et en effet, le Breton est dangereux pour Julien Alaphilippe. Encore une fois, dans l'optique de ce classement du maillot à pois. Après 30 km de course, toujours pas d'échappée. Et c'est à ce moment-là que Peter Sagan, en personne, décide de secouer un petit peu le cocotier à l'avant du peloton. On est dans une zone à découvert avec un petit peu de vent de côté. Il accélère à l'avant du peloton. Il va faire mal à tout le monde. Après 40 km de course, un énorme groupe se forme à l'avant. On retrouve donc Peter Sagan, Pavel Polianski, Rafał Majka du côté de la Bora, Lydian Calmejane et Fabien Grolier du côté de la Direct Energy, Greg Van Avermaet de la BMC, Bauke Mollema, Julien Bernard et Tom Skujins du côté de la Trek, Serge Powell du côté de la Dimension Data, Domenico Pozzovivo et Sonny Colbrelli et Ion Izagirre du côté de la Bahrain Merida, Daniel Martinez du côté d'Education First. Nous avons également Daryl Impey et Damien Osson du côté de la Michelton Scott, Arthur Vichot du côté de la Groupama FDJ, Amel Moinard et Florian Vachon du côté de Fortunéo, Magnus Cort Nielsen et Michael Valgren du côté d'Astana, Jesus Serrada de la Cofidis, Niklas Arndt du côté de la Sunweb, Emmanuel Arviti, Marc Soler, Daniel Benatti du côté de la Movistar, Sylvain Didier du côté de la G2R et Niki Terpstra du côté de la Quick-Step. C'est le dernier nom de ce groupe d'échappés. Dans le col de Sier, dans le département du Tarn, le local de l'ECA DAP, l'Albigeois, Lydian Calmejane décide de partir seul à l'aventure. Il sera devant l'échappée pendant une dizaine de kilomètres, mais son directeur sportif, Benoît Genesot, ne pense pas que c'est la bonne stratégie. Ils décident de discuter ensemble, il y aura une discussion pendant 2-3 km avec lui, et puis l'ancien vainqueur d'étape du Tour décide de se relever. Le peloton temporise et Arnaud Démare arrive à rentrer. Devant, l'entente n'est pas bonne et on voit de nombreuses attaques avec Sagan, Terpstra. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce groupe est beaucoup trop important. On a 25-30 coureurs à l'avant de la course. À 80 km de l'arrivée, Julien Bernard et Fabien Grelier décident de sortir. À ce moment-là, l'échappée à 13 minutes d'avance sur le peloton, donc c'est fait. La victoire se jouera devant. Ils sont poursuivis par Dan Martin et Rafał Majka. Le Polonais va même partir tout seul dans le pic de Nord. Elle dépose les deux leaders de la course pour se passer en tête au sommet. Mais la fin de la course n'est pas favorable à un homme seul, surtout avec le vent. Il a 25 secondes d'avance sur Mollema et Cort Nielsen et 40 secondes sur Calmejane, Skujins, Pozzovivo, Izagirre et Valgren. Dans le peloton, dans la descente de cette difficulté du pic de Nord, Romain Bardet se fait une belle frayeur avec quelques taches d'humidité. Il va aller tout droit, mais il ne tombera pas. À 13 km de l'arrivée, Majka se fait rattraper par les deux groupes qui s'étaient réunis entre-temps. Nous avons donc 8 coureurs devant avec 3 équipes en binôme. Et nous avons de multiples attaques et Calmejane se retrouve bien seul. Car lui, il est tout seul, il lui manque Fabien Grelier et il ne peut rien faire quand le bon coup part.
À 4 km de l'arrivée, Ion Izagirre attaque, suivi par Bauke Mollema et Kurt Nielsen. Calmegen se retrouve piégé par les équipiers de ses coureurs. On retrouve dans un sprint à 3 à l'avant. Et à ce jeu-là, c'est Kurt Nielsen le plus fort qui est vainqueur devant Mollema et Ion Izagirre. Et les deux qui n'ont pas eu forcément la bonne stratégie, n'ont pas réussi à attaquer. Ils se sont courus après alors qu'ils auraient dû laisser faire le travail à Kurt Nielsen. Du côté du général, pas de changement avec Geraint Thomas qui a passé une journée plutôt tranquille. Il n'y a pas eu d'attaque dans le pic de Nord. Donc journée facile pour Geraint Thomas. Du côté des personnalités, des célébrités, du côté du cyclisme, nous avons un Rodez Alexandre Geniez qui a pris sa retraite. Bon, il a été viré de la Total Energy. Il a été impliqué dans une affaire de violence conjugale. Ça n'a pas plu au sponsor Total Energy qui a grosso modo demandé à Jean-René Bernaudot de le dégager. Jean-René Bernaudot qui n'a pas hésité longtemps non plus avant de dégager Alexandre Geniez, surtout que les résultats du côté de la Total n'avaient pas été excellents pour lui et il a décidé juste après ça de prendre sa retraite. Nous avons également, c'est dommage, c'est un coureur qui a vu qui a eu une deuxième partie de carrière très compliquée alors qu'il avait eu des bons résultats sur son début de carrière. Et puis en plus, les affaires conjugales, ça, c'est pas normal. Et il a perdu au tribunal, il faut rappeler, parce qu'il avait été conservé dans l'équipe tant qu'on était en attente de la décision du juge. Mais le juge a décidé de lui mettre une amende, de lui mettre une peine, je crois même avec sursis pour Alexandre Geniez. Donc à ce moment-là, du côté de Total Energy, on a décidé de le virer. Laurent Jalabert, Nicolas Jalabert du côté de Mazamet. Laurent Jalabert, là on le sait, vainqueur du maillot à poids, vainqueur de la Vuelta, Milan-San Remo. Enfin, on va pas refaire tout le palmarès de Jalabert. Nicolas Jalabert, on peut faire beaucoup plus facilement son palmarès, beaucoup moins de réussite. Il est passé également à la CSC Nicolas Jalabert comme son frère. Et puis il avait fini, je crois, sa carrière du côté d'Agrétubel ou de la Fonac. Je ne sais pas s'il n'avait pas fait une année après la Fonac du côté d'Agrétubel. Christophe Basson est également de la région. Et puis Mehdi Benhamouda de Novo Nordisk, ça c'est du côté de Carcassonne. Du côté des autres célébrités dans d'autres domaines, nous avons Pierre Soulages qui est un peintre, nous avons Cyril Lignac, le spécialiste de la cuisine qui aime quand c'est croquant, quand c'est gourmand. C'est le Lignac Bertrand Delanoë qui a été élève au lycée de Carcassonne. Et puis nous avons Olivia Ruiz également, Automne Pavia du côté du judo, Stéphane Escher également qui a fait un album qui s'appelle Carcassonne. Bien entendu, je sais bien que Stéphane Escher n'est pas né à Carcassonne, il vient de la Suisse. Et puis on passe à Revel, et je ne savais pas, j'ai appris des choses. C'est la ville du Jet 27, vous savez, cette boisson à la menthe à consommer avec modération. De toute manière, j'ai rarement vu des gens consommer 30 litres de Jet 27. Ça fait partie, c'est comme le Malibu Coco, c'est des boissons qui sont un petit peu perdues de vue. On va pas se mentir. Le Malibu Coco, moi, à part chez mes oncles, je les voyais servir ça. Sinon, on va pas se mentir, c'est des boissons, je pense, qui ont un petit peu perdu d'intérêt. Les jeunes ne boivent plus ça. Et quelle sombre affaire. Enfin, je peux pas vous en dire plus, parce que vu que je bois pas d'alcool, c'est un peu compliqué pour moi de vous dire plus sur l'alcool. Du côté de la météo, grand soleil comme les jours précédents, et puis avec des températures qui ne vont pas diminuer, elles vont même encore augmenter. Là, on est vraiment sur des conditions extrêmes, on est même à la limite, vraiment, en termes d'étapes. Est-ce qu'on raccourcira l'étape on peut se poser des questions. Pour l'instant, il n'y a pas eu cette information-là. Mais avec des températures entre 37 et 40 degrés et un ressenti qui sera au-delà de 46 dans certains endroits, on peut quand même se dire que là on atteint des situations extrêmes et puis le vent sera faible et il pourrait se lever légèrement en fin d'étape pour être de dos, 3/4 dos, mais c'est pas encore sûr. Et vu qu'on sera en descente, ça peut être un peu dangereux, mais on ne devrait pas avoir des grosses bordures, surtout si la température est très élevée. Mais par contre, on pourra encore avoir beaucoup de coureurs lâchés. Stratégie, soit échapper de 4-5 coureurs, voire plus, parce que ça, c'est vrai que je l'avais écrit il y a 3 semaines. Mais avec le scénario qu'on a vu vendredi, ça va donner des idées à certains coureurs. Et puis soit un sprint massif. Mais bon, j'ai peur qu'il n'y ait plus grand monde du côté des sprinters et surtout qu'on soit très fatigué du côté des équipiers dans le peloton. Du côté des pronostics, en cas de sprint, j'ai mis Matthews, j'ai mis Florian Sénéchal, si on lui fait enfin confiance du côté de la Quick Step à Sénéchal. Puis en cas d'échappée, j'ai mis Taco van der Horn
et en grosse cote, j'ai mis Guillaume Boivin. On a eu Hugo Houle. J'ai dit houleux, je m'en suis aperçu pendant toute la vidéo. Il y a du débrief de l'étape 12 ou 13, ça va être l'étape 13 pardon. J'ai dit Hugo Houleux pendant toute la vidéo, j'ai voulu me foutre des baffes lors du montage. Oui, parce que c'est Hugo Houle, pas Houleux, il est québécois, hein, donc c'est Houle. Je voulais me mettre des baffes. Du côté des pronostics, voilà, donc ça c'est fait. On passe aux horaires de l'étape. Les horaires départ réels à 13h15. Lautrec à mi-étape entre 15h33 et 15h46. Le sprint intermédiaire à 55 km de l'arrivée entre 16h27 et 16h45 à Revel. Et puis l'arrivée entre 17h39 et 18h04. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures. Débrief ce soir et puis présentation mardi, vu qu'il y aura la journée de repos, mais par contre vidéo du côté de la journée de repos sur le cyclisme féminin. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.